Faudrait que je le mette ici. Peut-être que je le tourne. Je le tiens la main. Ça donne à peu près la même. Le moins du Québec, quand même. Quelle belle plante, hein? Ça sent les barres. Monsieur Gratton, Monsieur Vaillanchon. comme chez vous, Merci. content de te rencontrer. Veux-tu enlever ton manteau? Veux-tu t'installer à l'aise? Veux-tu c'est rester bon, comme ça? Je vais rester comme ça. Pas de problème. J'arrive à un moment de ma vie où je suis fatigué intellectuellement OK, d'accord. par rapport à ces questions-là. je peux comprendre. C'est comme si une moment donné, ça avait explosé dans ma tête. Oui, je comprends. Et c'est fou parce qu'on se promène entre des espèces de je suis où dans ma réflexion? Je suis où intellectuellement? Je suis où dans mon cœur? Je suis en même temps un gars d'ouverture, un humaniste, je pense, tu sais. Et jusqu'où je vais dans les libertés des citoyens. Quelles sont les solutions? En tout cas, bref, Non, on va aller s'asseoir. Sinon, je vais aller me coucher et on veut se parler après. Alors, pourquoi avons-nous tant de difficultés à débattre des enjeux de la laïcité? Une des raisons, je crois, c'est que les questions sont vraiment importantes, vraiment complexes et vont vraiment toucher des points extrêmement sensibles qui concernent même l'identité des personnes. Qui on est? Quelles sont les choses auxquelles on est profondément attaché? Alors, c'est pas pour rien qu'on invoque souvent la liberté de conscience en référence avec ces questions-là. Elles touchent des choses et des valeurs fondamentales pour chacun de nous qui, encore une fois, je me répète, mais je trouve ça important, définissent l'identité de chacun. Mais il y a une deuxième raison aussi un peu triste, je trouve, c'est que beaucoup de partis politiques au Québec ont instrumentalisé cette question-là. Alors, il y a une instrumentalisation au service de chacun des partis politiques qui n'est pas à l'honneur d'une conception du bien commun qu'on devrait avoir. Je crois que des hommes et des femmes politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, devraient avoir un certain sens du bien commun et savoir s'élever au-delà de la partisanerie lorsqu'il y a des questions de cette nature-là qui sont en jeu. Je déplore que l'instrumentalisation de la question de la laïcité par les partis politiques ait eu comme effet qu'on ait du mal à en parler. Et il y a une troisième raison, je pense qu'on y reviendra probablement dans notre entretien, mais je pense aussi qu'en ce moment, on vit une certaine crise de ce que j'aime appeler la conversation démocratique. C'est vivre en société, c'est parler ensemble, échanger. Et en ce moment, je sens un vrai malaise autour de la liberté d'expression, de la possibilité d'exprimer et d'entendre des points de vue avec lesquels on est en désaccord. Ce qui fait que souvent, des questions autour de la laïcité qui sont soulevées, des enjeux qui sont apportés, on reçoit ça avec une fin de non-recevoir, en abreuvant d'insultes les gens qui pensent pas comme nous. Et c'est des choses qu'on devrait pas faire lorsqu'on discute de questions aussi importantes. On devrait faire preuve de plus de maturité. Tu le sens à l'université aussi, dans les institutions? Je l'ai vu à l'université. On le voit maintenant à l'université en Occident, de manière générale. La liberté d'expression au sein des universités, c'est un sacré paradoxe. Hein? Les années 60 ont vu les étudiants à l'université de gauche gagner le droit que l'université soit un lieu ouvert à la liberté d'expression. Et maintenant, il y a de plus en plus de menaces qui pèsent sur la liberté d'expression au sein des universités en Occident. Ça commence à apparaître au Québec. Évidemment, on n'en est pas comme aux États-Unis là, ou en Angleterre, là, mais on voit apparaître aussi des menaces à la possibilité d'exprimer librement des idées et de débattre de points de vue qui sont, encore une fois, parfois polémiques, qui font pas l'affaire. Mais, comme je l'ai souvent dit, si on n'est pas en faveur de la liberté d'expression d'idées qu'on n'aime pas, on n'est pas en faveur de la liberté d'expression. Parce qu'être en faveur de la liberté d'expression, c'est accepter que des choses vont être dites qui vont te blesser, des choses avec lesquelles tu seras en désaccord, des choses à la limite qui te répugnent profondément. Mais l'université en particulier devrait être un lieu dans la société où on peut débattre de toutes ces questions-là. Alors, il y a un malaise en général dans la société, puis un malaise au sein d'une institution, l'université, qui devrait être un lieu privilégié pour défendre la possibilité de débattre de tout. Puis notre espèce d'incapacité de débattre aussi, en tout cas à mon sens, est reliée au fait que nous ne nous entendons pas sur le sens des mots. Le sens même du mot laïcité, à partir du moment où tu l'exprimes, pour certains, ça veut dire que tu es un raciste. Anti-immigrant. Alors, identitaire, qui est devenu une insulte. Bon, et je pense que c'est vrai aussi, mais le débat devrait justement porter là-dessus. Quel est le modèle de la laïcité qu'on veut? Et il m'apparaît clairement, comme il apparaît clairement, je pense à toutes les personnes qui observent ça attentivement, qu'il y a différentes options, il y a différents modèles de laïcité, il y a différentes conceptions possibles de la laïcité.
il y a quand même de vastes consensus sur certaines questions au Québec autour de la laïcité. Oui. Je pense qu'autour de 75% des Québécois, selon les derniers sondages que j'ai vus, sont en faveur du fait qu'il n'y a pas de signe religieux pour les personnes qui représentent l'État et qui sont en position d'autorité. C'en est une position, ça. Et on devrait pouvoir faire consensus autour de choses comme celle-là. Mais c'est quand même un point de vue sur la laïcité qui est assez clair et assez fort, qui devrait être entendu. Toi, qu'est-ce qui t'avait amené à t'intéresser à ça? Bien, plusieurs aspects, plusieurs questions. D'abord, c'était une question socialement posée. Dans l'espace social, on commençait à discuter de ces questions-là, on la voyait revenir. On s'y intéressait aussi en raison du rapport à la religion. Alors, la religion est une force sociale extrêmement importante et ce qui se posait autour de la question de la laïcité, c'est quelle place on fait à la religion, pourquoi, comment, jusqu'où. Je m'y étais intéressé aussi à cause de la question des femmes, parce que la question des femmes en rapport avec la religion, des femmes en rapport avec la laïcité est une question récurrente, importante, cruciale pour la moitié de la population du Québec. Donc, pour ces raisons-là, je m'y intéressais. Puis je vais être tout à fait sincère avec toi aussi, je m'y intéressais pour des raisons philosophiques. Tu comprends? Il y a là un enjeu philosophique majeur, un enjeu philosophique qui concerne qu'est-ce que l'identité d'une personne, qu'est-ce qui la constitue et comment on organise le vivre ensemble compte tenu de ces données-là. Et ça m'a intéressé beaucoup. Ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est ce dans quoi j'ai le plus écrit, puis c'est une question qui est proche, tu comprends, de la question de la laïcité, la laïcité des institutions d'éducation. Donc, pour moi, c'est une question centrale, sur l'endoctrinement. Et moi, comme philosophe de l'éducation, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que l'endoctrinement? À partir de quel moment on commence à parler d'endoctrinement? Et ça donne qu'on a des idées assez claires là-dessus. Permets-moi d'expliquer ça en 2 secondes. Il existe un résultat que produit l'endoctrinement sur lequel on peut s'entendre. Une personne endoctrinée, c'est un esprit fermé. C'est un esprit qui est incapable d'admettre qu'elle pourrait avoir, ne serait-ce que partiellement tort sur certaines choses. Être endoctriné, c'est avoir l'esprit fermé sur des doctrines, c'est-à-dire sur des choses qui sont pas assurées, sur des choses dont on peut discuter, sur des choses à propos desquelles il y a des accords. Alors, si je ferme mon esprit sur telle ou telle doctrine, et mon esprit est absolument fermé, là, on pourra commencer à penser que je suis endoctriné. Est-ce que tu te souviens qu'il y a quelques années à peine, des jeunes juifs de Montréal ont décidé de poursuivre leur communauté et l'école et le gouvernement, de mémoire, parce qu'ils jugeaient qu'on les avait privés d'une éducation qui les rendait libres. On les avait endoctrinés, c'est-à-dire qu'on avait fermé leur esprit sur des doctrines en leur cachant ce qui pouvait permettre de critiquer ces doctrines-là ou d'avoir une perspective plus rationnelle sur ces doctrines-là. Et c'est très grave. L'éducation doit viser à former des individus libres. L'endoctrinement vise à former des individus enchaînés. T'es libre penseur. Voilà. T'es libre penseur. Voilà. Mais tu vois, nous-mêmes, en tout cas, moi, je l'ai vécu tout jeune, cette espèce d'endoctrinement à travers la religion, où j'avais des cours de religion qui me disaient ce qui était le bien, ce qui était le mal. Selon la religion. Selon la religion, selon le livre, où je devais aller à l'église à chaque semaine pour me confesser. Tu comprends? Alors, j'ai été élevé dans cet esprit... Endoctrinaire. Endoctrinaire-là, ce qui me permet et m'autorise de dire le crucifix à l'Assemblée nationale, vous allez me le débarquer. Tu comprends-tu? Pour moi, c'est facile de le dire, ça, simplement. Mais lorsque vient le temps d'observer les autres religions, l'homme de gauche que je suis a de la difficulté à dire, écoutez, vous me sacrez ça dehors, là, gardez ça dans votre espace privé, c'est parfait. Lorsqu'on est regroupé collectivement, lorsqu'on représente l'État, il est normal d'être... Tu comprends? Mais c'est cette espèce d'idée où je suis comme pogné avec ça, cette espèce d'idée où tout mon passé m'autorise, moi, je m'autorise à dire mon crucifix, tu vas le débarquer. Mais par rapport aux autres communautés, j'ai de la difficulté à trancher parce que je culpabilise, parce que... Tu comprends ce que je veux dire? Je vais t'expliquer. Je pense que nous vivons tous, chacun de nous, dans au moins 3 espaces différents. Alors, nous vivons dans un espace privé. Lorsque les gens sont chez eux, c'est leur espace privé. Et dans leur espace privé, l'État n'a pas à intervenir. On n'a pas à priver les gens de... Le droit va intervenir. On ne peut pas torturer les gens dans son salon. Parce que, mais on vit dans un espace privé. On vit, par exemple, dans des clubs privés, puis les gens font ce qu'ils veulent dans leur club privé, dans leur association privée. On vit aussi dans un espace public. C'est important de le dire. On va au centre d'achat, on se promène sur la rue. On vit dans un espace... On a ces existences-là, privées, publiques.
La laïcité, ça concerne ni une ni l'autre. Ça concerne pas la vie privée des gens. Ça concerne pas l'espace public non plus. Ça concerne un troisième espace dans lequel tous nous habitons. C'est l'espace civique. C'est l'espace politique. Et là, dans l'espace politique, il y a des choses différentes que celles qui se passent dans l'un ou l'autre des deux premiers espaces que j'ai nommés. Et c'est au nom, non pas de toi, Vincent, comme personne qui a vécu telle ou telle chose, qu'on veut pas te crucifier à l'Assemblée nationale. Tu le souhaites en tant que citoyen. Tu le souhaites en tant que personne qui habite. Non, pas, cet espace-là, c'est ni ton espace privé chez toi, ni l'espace public où les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent, porter ce qu'ils veulent, s'organiser comme ils veulent, mais un espace civique. Et cet espace civique-là appelle une forme d'identité différente. On n'est plus totalement ce qu'on était dans l'espace public, comme on n'est plus totalement ce qu'on était dans l'espace privé, lorsqu'on accède à l'espace civique. Et là, dans l'espace civique, il y a quelque chose d'universel qui se produit. On reconnaît par-delà les différences, on reconnaît chacun comme citoyen. Ça nous amène à réfléchir sur la responsabilité des citoyens à ce moment-là. Bien Quelles sont mes responsabilités comme citoyen? Voilà. On a commencé notre conversation en disant que ça touche à l'identité. Hein, c'est pour ça que ces questions-là sont lourdes. Mais là, tu remarqueras que quand on accède, si on défend une forme de laïcité au moins républicaine, là, quand on accède à l'espace politique, on se dépouille d'un certain nombre de choses pour apparaître devant autrui uniquement comme citoyen. Alors, il y a une espèce d'appel à l'universalité. Ce n'est plus telle ou telle personne ayant telle ou telle caractéristique religieuse, personnelle ou ainsi de suite. C'est le citoyen en tant que représentant de quelque chose d'universel auquel on fait appel. Et c'est pour ça qu'on dépouille cet espace-là de certaines particularités, dont religieuses, mais pas seulement là. Pas seulement celle-là. Sincèrement, je suis comme tellement perdu, là. Je suis tellement mêlé dans mes réflexions. Puis comme je te disais, je suis très partagé entre une espèce de culpabilité que je porte, l'idée d'être ouvert, puis en même temps, j'ai un passé d'endoctrinement qui me dit, écoute, et je suis comme complètement perdu par rapport à ce qu'on doit faire. C'est ça. Mais je pense qu'on va devoir discuter entre nous sérieusement. On va devoir décider aussi quel modèle de laïcité, parce qu'il y a plusieurs modèles possibles. Il y a des modèles où on veut aller très loin dans la reconnaissance des individus privés ou publics dans la sphère politique. Ça, c'est un modèle de laïcité, disons, plus ouverte. Puis il y a un modèle de laïcité plus républicain qui, lui, demande qu'on fasse abstraction de ces caractéristiques-là, qu'on les reconnaisse pas, qu'on les manifeste pas, en tout cas les représentants de l'État les manifestent pas dans l'État. On a une espèce, je vais le dire du mieux que je peux, mais de traitement préférentiel des religions parmi les systèmes de croyances qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'obstacles à la discussion sereine de ces questions-là. Et toi, à travers tes réflexions, est-ce qu'il y a un type de laïcité que tu mettrais de l'avant? Je mettrais de l'avant une laïcité qui distingue les trois espaces que j'ai défendus et je mettrais de l'avant une laïcité qui, conformément à ce que la plupart des Québécois souhaitent, je pense, qui interdirait aux gens en position d'autorité de manifester leur appartenance à des croyances religieuses, mais à d'autres types de croyances également, parce qu'il ne faut pas oublier que la liberté de conscience religieuse, c'est un aspect de la liberté de conscience qui couvre toutes les autres convictions qu'on peut avoir. Alors, quelqu'un voudrait porter une effigie à l'image d'un groupe de droite. Si on accepte que la religion puisse être représentée, on devrait tenir le même raisonnement en faveur des autres croyants, des autres types d'idéologies ou de croyances. La liberté de conscience devrait aller jusque-là. À mon avis, on ne devrait pas permettre ça. Et si on ne le permet pas pour les croyances religieuses, on ne le permet pour aucune autre croyance et on ne discrimine pas contre les religions ou pour les religions quand on agit comme ça. Je suis troublé par l'espèce de traitement préférentiel qu'on accorde désormais aux religions. En tout cas, je pense que collectivement, on s'entend sur le port des signes religieux pour les policiers, pour les juges, gardiens de prison et tout ça. Pour ce qui en est de l'éducation, où est-ce que tu en es, toi, par rapport à cette réflexion-là, par rapport à nos profs? Parce que tu vois, moi, encore là, au service de garde où sont allés mes enfants,
les femmes portaient le voile, il n'y avait aucun problème. Elles jouaient au soccer, elles jouaient au football, tout ça, tu comprends-tu? Moi, j'étais évidemment vigilant au même titre que j'aurais été vigilant si quelqu'un portait un crucifix. Je veux pas qu'il y ait d'embrigadement théologique, idéologique, là, tu comprends? Mais je sentais une espèce d'ouverture. Mais jusqu'où on va par rapport à ça? Ouais. Le rôle de l'école est tellement important dans la constitution de la citoyenneté que je préférerais qu'on ne permette pas le port de symboles religieux ou de symboles de toute nature. C'est important de dire que si on l'accepte pour les symboles religieux, on devrait l'accepter pour les autres aussi. Et je pense que personne ne souhaiterait d'un enseignant qui manifeste des positions, disons, ouvertement racistes par son habillement. On ne permettrait pas ça. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que l'école est tellement importante qu'on devrait faire la même chose que ce qu'on fait pour les autres positions, pour les personnes en autorité. Et je pense en particulier qu'auprès des jeunes enfants, les enseignantes représentent une telle forme d'autorité que ça justifie encore plus ce raisonnement-là. OK. Ah, ça, c'est intéressant. À la limite, les profs du secondaire pourraient... Ça pourrait être plus discutable. Et rendu à l'université, il n'y a aucun problème. On comprend? Mais lorsqu'il s'agit de jeunes enfants... c'est intéressant, voilà. Ça, effectivement. Et comment faire pour amener un certain débat plus sain? À un moment donné, au 20e siècle, il y a un philosophe qui s'appelle John Rawls qui a formulé une théorie de la justice où il disait que les gens, indépendamment de leur réalité personnelle, pourraient, derrière ce qu'il appelait un voile d'ignorance, décider des principes qui feraient une société juste. Et pour lui, ces gens-là, ils étaient ni des Noirs, ni des Blancs, ni des hommes, ni des femmes, ni des handicapés. Ils étaient abstraitement des personnes. Tu comprends? Ce qui fait, pour revenir à ta question, je pense que l'exemple devrait venir de nos politiciens. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Mais il faudrait aussi, je pense, réapprendre à discuter, réapprendre à débattre. Moi, j'avoue, je suis troublé par le fait que, sur les médias sociaux, mais aussi dans la société en général, on commence à avancer une idée sur ces questions-là, et très vite, la réaction, c'est d'insulter l'autre. Ouais. Très vite, la réaction, c'est de dire que si vous pensez comme ça, et là on présume, c'est que vous êtes raciste. Si vous pensez comme ça, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui n'a plus de respect pour l'identité des Québécois, etc. Vous êtes capable de faire des liens, je pense, assez facilement. Et là, il y a une façon de nier le nécessaire dialogue qu'on doit avoir sur ces questions-là. Et toi, tu travailles beaucoup avec les jeunes. Oui, j'ai fait ça pas mal, oui. Donc, quelle est leur perception de ces enjeux-là? Ils vivent ça comment? Est-ce que tu les sens préoccupés ou... C'est probablement que les jeunes, encore une fois, c'est un très gros groupe, là, mais il y a des polarisations même parmi les jeunes en ce moment. Il y a des gens qui sont... nationalistes, identitaires. Souvent, on emploie ces mots-là de manière très insultante. Il y a des gens qui sont ouverts et multiculturalistes. Il y a des gens... Bon, il y a tout un éventail de positions, je pense, parmi les jeunes personnes qui ressemblent assez à ce qu'on trouve en général dans la société. La chose qui me trouble parmi une partie de la jeunesse, là, celle qu'on trouve à l'université en ce moment ou dans les cégeps, c'est le refus du dialogue sur certaines questions. Ça me trouble beaucoup. Tu le sens vraiment? Je le sens vraiment, oui. Je sens chez certains groupes, pas pour tous les jeunes, mais chez certains groupes, un certain refus de dialoguer avec des gens qui m'apparaît troublant. Tu sais, ces questions-là de liberté d'expression, pour nous, les philosophes, là, puis pour tout le monde qui a réfléchi là-dessus, je pense, en fait, le texte classique, il s'appelle John Stuart Mill. C'est un philosophe anglais du 19e siècle. Son livre s'appelle « De la liberté ». Tu sais, Stuart Mill disait, en gros, que c'est aussi pour la recherche de la vérité qu'on doit privilégier la discussion et la libre expression. Vouloir empêcher quelqu'un de parler, c'est agir comme si on détenait toute la vérité. Puis ce qu'on détenait était aussi conforme à la vertu, de telle sorte qu'on n'avait plus rien à apprendre de personne. Mais je pense qu'on a toujours à apprendre des autres. Et la discussion doit faire en sorte que la vérité émerge du débat qu'on a. Pour reprendre un argument de Mill que je trouve très bon,
Mais il disait que tu connais même pas ta propre position si tu n'as jamais eu à la défendre contre quelqu'un qui la partage pas. Et je pense que c'est exact, tu comprends? Alors, il faut être extrêmement présomptueux pour penser que sur des sujets complexes, on a toute la vérité. C'est pas le cas. Et de fait d'écouter quelqu'un qui pense pas comme nous, souvent, ça nous aide à renforcer notre propre position. Parce que si tu n'as pas eu, encore une fois, à la défendre contre quelqu'un qui pensait le contraire, tu sais même pas ce que tu penses véritablement. Est-ce que le fait d'avoir 2 filles t'amène dans une urgence de réfléchir sur les enjeux de la laïcité et par le fait même du droit des femmes? Oui. Je pense que j'ai essayé d'y réfléchir à ces questions-là du point de vue du citoyen universel. Alors, ce citoyen universel, là, il est dépouillé de certaines caractéristiques religieuses ou autres. Mais pour être tout à fait franc avec toi aussi, je pense qu'en ce moment, la question des femmes est particulièrement aiguë. On la voit surgir dans différents lieux. Et comme j'ai des filles, ça m'a peut-être porté à être particulièrement sensible à ces questionnements-là. Tu sais. L'actualité récente, Vincent, est-ce qu'on doit payer des femmes pour avoir des enfants, des mères porteuses? C'est une question grave, c'est une question lourde, et c'est une question qui concerne les filles et les femmes. Et je pense qu'on en a un grand nombre de questions comme celle-là qui concernent spécifiquement les femmes et qui touchent pour plusieurs d'entre elles à la laïcité, auquel, quand on est père de filles, on ne peut pas faire autrement que s'y intéresser. Ne serait-ce que pour ça, on a le devoir d'en parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dans toute cette espèce de millimélo là, à l'école, il y a l'école qui est laïque maintenant, OK? Et il y a les services de garde. Services de garde, là, on parle de tout petit, OK? Et à l'intérieur de ces services de garde-là, il y a des services de garde qui sont publics et d'autres privés. Où là, il y a toutes sortes de codes. Et bon, il y a des gens, par exemple, des enfants qui peuvent connaître des éducatrices qui ne sont que voilées. Alors, est-ce qu'il y a une position par rapport à ça? Dans la mesure où ce sont des services de garde qui sont fournis par l'État, je pense que la question devrait être réglée. C'est un espace civique, donc les gens ici devraient ne pas avoir le droit d'arborer des symboles relatifs à toutes sortes de croyances, y compris religieuses. C'est le premier état. La question des services privés là, est plus complexe parce que c'est un espace différent dans lequel les gens ont accès. Je pense qu'on pourrait rien faire pour empêcher les gens d'avoir accès à ça. Mais j'aimerais souligner aussi que la même question se pose en éducation parce que un bel exemple de notre non-solution de la question de la laïcité et puis du rapport aux religieux, c'est que dans nos écoles déconfessionnalisées, on devrait pouvoir régler la question en disant c'est un espace civique, il n'y a pas de port de signe de croyances idéologiques ou religieuses à l'intérieur de ces institutions-là. Mais il y a un côté au Québec, et on n'en parle pas assez, un grand nombre d'écoles privées religieuses subventionnées, ce qui est extrêmement dramatique, tu comprends? Alors, si on réglait le problème de la laïcité, on pourrait aussi se donner des outils collectifs pour régler le fait que au Québec, en ce moment, il y a, et c'est difficile d'avoir un portrait clair de tout ça parce que les données ne sont pas facilement accessibles, mais il y a un grand nombre d'écoles privées religieuses, lourdement subventionnées, qui, on peut le craindre, on doit le craindre, et on le constate parfois, endoctrinent les enfants. J'ai vraiment une espèce de malaise très profond par rapport à ça. Et là-dessus, le silence des politiciens et politiciennes... Encore une fois, c'est déplorable. C'est déplorable, parce que et là, on parle d'enfants, là. On parle d'enfants. On parle d'enfants, et cet endoctrinement-là, encore une fois, c'est quelque chose qui prive les enfants de la liberté que doit leur donner l'éducation. L'éducation qui fournit aux gens des savoirs, de la perspective cognitive, du recul. Cette éducation-là, si on les en prive et on les endoctrine, au lieu d'avoir libéré les enfants, on les a enfermés. Et ça, c'est dramatique. Et encore là, nous avons des références par rapport à ça. Moi, ça vient me chercher. Bien sûr. J'ai un ami qui était un Algonquin, qui a fait partie de ces orphelinats catholiques où on a évidemment violé de nombreux enfants, mais où on les embrigadait carrément, là, on leur extirpait toute leur culture. Et ça fait pas longtemps de ça, là. Au Québec, les gens se sont libérés de cette domination religieuse il y a très peu de temps, finalement. C'est ça. Alors, de voir revenir ces questions-là, ça met beaucoup de personnes mal à l'aise, et on peut comprendre le malaise qui ressemble devant le retour du religieux sous des formes qui leur apparaissent comme étant un peu excessives ou dogmatiques ou extrêmes.
dans tes recherches profondes, là, est-ce que tu as découvert une religion qui aime les femmes? J'ai écrit un texte à un moment donné qui s'appelle Dieu, s'il existe, n'aime pas les femmes. Et les raisons que j'invoquais, c'est celles dans les grands livres sacrés. C'est si vous cherchez des croyances dans lesquelles aujourd'hui on vous dit que les femmes doivent être subordonnées aux hommes, vous allez trouver ça dans les livres sacrés. Si vous cherchez des croyances qui disaient lorsqu'une femme perd son mari, elle doit se précipiter sur le bûcher où on le brûle pour mourir avec lui. Et on dit encore aujourd'hui qu'une fois son mari mort, elle ne pourra pas dormir dans un bon lit, se nourrir convenablement. Vous trouverez ça dans des religions. Si vous cherchez des textes où on dit qu'on a le droit de battre sa femme, vous allez le trouver dans les religions. Si vous cherchez des textes où on dit « tu enfanteras dans la douleur », tu vas le trouver dans les religions. Et donc, je pense que les religions, les grandes religions, ont tout ceci en commun, c'est de faire un très mauvais sort aux femmes et de faire preuve d'alimenter la misogynie. Et je pense que c'est une chose qu'on a le droit de dire quand il s'agit des religions. Au niveau de l'utilisation du voile, de part et d'autre, on a l'impression que tous les camps tirent sur le voile. Ça, c'est le cas de le dire. Hein? Tout le monde tire sur le voile là, pour essayer de voiler les vraies affaires, je ne sais trop. Là. As-tu cette impression-là qu'on utilise le voile, que tous les camps utilisent le voile? C'est devenu un sujet tabou, le voile. Hein? Je pense qu'on a beaucoup de difficultés à avoir une discussion saine là-dessus. Pour certaines personnes, critiquer le port du voile, même dans l'espace civique, c'est faire preuve de racisme. Pour certaines personnes, défendre le port du voile dans l'espace privé ou dans l'espace public, c'est aussi avoir commis la pire des ignominies. Alors, il semble que la question du voile soit devenue un dialogue, une question impossible. Or, je suggère modestement que si on pense aux 3 espaces que j'ai définis, on n'a aucun problème à permettre aux gens dans l'espace privé ou dans l'espace public de faire ce qu'ils veulent. C'est juste dans l'espace civique que quelque chose de différent se passe. Et ce quelque chose de différent, il se passe pour le voile, mais pour tous les autres symboles de croyances particulières que les gens ont. Donc, c'est pas faire un sort particulier au voile que de l'interdire aux personnes en position d'autorité. C'est faire au voile le même sort qu'on fait à toutes les autres symboles de croyances particulières ou idéologiques. Et de ce point de vue-là, je pense que ça simplifierait le débat si on avait soin de distinguer ces 3 espaces-là. Pourquoi cette simplicité-là n'est pas entendue? Il y a plusieurs raisons, j'en avais donné quelques-unes, mais je pense qu'une des raisons, c'est le traitement préférentiel des religions dans notre société. Je pense qu'on a une tendance à accorder aux religions des droits, des bienfaits, des reconnaissances qu'on ne reconnaîtrait pas à d'autres systèmes de croyances. Il y a dans les religions des choses que beaucoup de gens vont trouver absurdes, indéfendables, impossibles à croire, etc. Ces choses-là devraient pouvoir être dites. Et à propos des religions, il n'y a pas rien que des gens qui sont religieux. Il y a des gens qui sont athées, qui sont anticléricaux, qui sont humanistes, qui ont toutes sortes de croyances, qui sont déistes, qui sont agnostiques. Toutes ces positions-là sur les questions religieuses et sur les religions auraient dû être enseignées. Elles ne l'ont pas été. Ça fait partie du traitement préférentiel qu'on accorde aux religions et je pense que ça vient au Québec embourber les questions sur la laïcité. C'est pas si longtemps que ça derrière nous qu'on a fait cette révolution en éducation qui s'est appelée la commission parents, puis la création des cégeps, puis la création des polyvalentes, puis le renouveau du curriculum, puis la création du réseau des universités du Québec. Donc, il y a 50 ans, ou même un peu plus, on était capable de faire ça. Et je pense qu'on sera encore capable de faire la même chose avec de la bonne volonté, avec des ressources, avec des gens qui font preuve de non-dogmatisme et d'ouverture et de volonté de dialoguer. Je crois qu'on sera encore capable de faire ça en éducation et sur le terrain de la laïcité. Tu sembles assez optimiste, mais je ne ressens pas de cynisme. Non, quand tu parles, je sens quelqu'un là, quand même très... Je trouve qu'on n'a pas le choix de toute façon. Hein? Si on n'est pas... Si on ne pense pas que les choses peuvent changer, le pire va survenir. On fait rien, puis le pire va survenir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bouger, agir, discuter, débattre, publier, dans le cas où on écrit des livres, intervenir dans les débats publics et espérer que les choses vont aller mieux. Mais dans ce sens-là, je suis optimiste, c'est-à-dire que je préfère faire le choix que les choses vont aller mieux et intervenir pour qu'elles aillent le mieux possible. Oui. Moi, je pense que nous partageons les mêmes armes. Puis je pense aussi, Vincent, que c'est le devoir des intellectuels, si je peux m'appeler un intellectuel modestement, de dire j'ai eu le temps de lire sur ces questions-là, j'ai eu le temps de m'informer, je veux partager ce que je sais ou ce que je crois comprendre, sans dogmatisme, sans l'imposer, en disant voilà mes convictions, et si ça peut faire alimenter le débat, j'en serais content. Ouais, je suis moins intellectuel que toi, mais je vais m'inspirer de ce que tu viens de dire. Je vais être un militant plus optimiste.
Moi, j'ai toujours aimé les problèmes mathématiques. Ben, moi aussi. Tu comprends? Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu es comme enfermé dans une espèce de labyrinthe, puis à un moment donné, il faut que tu t'en sortes. Ouais. Et je trouve que les questions identitaires, les questions de la pensée, c'est ça qui est merveilleux. C'est que tu es dans une espèce de labyrinthe, puis là, tu dis, mon Dieu, comment me sortir de cette histoire-là? Mais on est dans une crise de labyrinthe. Mais moi aussi, j'aime beaucoup les problèmes mathématiques. Ma bibliothèque en bas est pleine de maths, puis de jeux, puis de puzzles, puis d'énigmes. J'adore ça beaucoup. La différence ici, c'est que ça se résout pas seul. Ça se résout en discutant entre nous. Et c'est pour ça que je trouve que la conversation démocratique est une valeur extrêmement importante et on doit se parler. Ouais.